Bonjour à tous, nous attaquons donc dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, appelée également extra-contractuelle, le préjudice. Le préjudice qui est la condition première. Je vous rappelle qu'on a vu qu'il y avait 3 conditions cumulatives pour engager la responsabilité civile délictuelle. Il faut un préjudice, qu'on va voir aujourd'hui, un fait générateur, un lien de causalité entre les deux. Voyons aujourd'hui le préjudice qui est la condition première. Pourquoi? Car c'est sa survenance qui va justifier la demande en réparation. Alors c'est parti, vous ouvrez votre code civil à l'article 1240, vous prenez des feuilles blanches, votre ordinateur, un stylo, vous coupez internet, vous mettez en mode avion, vous vous isolez et vous vous concentrez. Comme d'habitude, je vous apprends le cours version cas pratique. Toutefois, il sera complet car le but c'est de viser l'excellence et de ne pas seulement avoir la moyenne mais d'avoir la meilleure note possible. Donc élèves en licence, en master ou candidat au CRFPA, concentrez-vous. Tout d'abord, je vous rappelle que le jour du cas pratique, le jour de l'examen, vous aurez toujours le temps qui sera trop court. Partez de ce principe-là. Donc, lorsque vous révisez, lorsque vous vous entraînez en conditions d'examen, enlevez toujours 1 heure. Si votre examen dure 3 heures, faites des cas pratiques en conditions d'examen en 2 heures. Je vous rappelle également qu'avant de traiter de la condition première, le préjudice, vous vérifiez toujours dans un cas pratique le droit applicable, en particulier si vous avez une date qui a lieu avant 2016. Je vous rappelle, vous faites un petit syllogisme. À titre liminaire, il convient de préciser le droit applicable aux espèces. Vous citez l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, mais aussi, et il est oublié, l'article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018, en expliquant que ces dispositions interprétatives rétroagissent au 1er octobre 2016. Cependant, les modifications substantielles qu'elle apporte ne sont applicables qu'à partir du 1er octobre 2018. En l'espèce, vous appliquez à l'espèce et vous concluez si le droit applicable est le droit antéréforme ou non. N'oubliez pas ce syllogisme. Ensuite, ici, vous allez tenter, en tant qu'étudiant, en tant qu'avocat, d'engager la responsabilité civile délictuelle, en commençant par prouver la première condition, un préjudice. Toujours montrer que vous avez compris la notion, c'est la première étape d'un cas pratique. Donc vous expliquez bien qu'il y a 3 conditions pour engager la responsabilité délictuelle, le préjudice, le fait générateur, le lien de causalité entre les deux. Vous expliquez l'article 1240 du Code civil, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer avec vos propres mots. Ensuite, une fois que vous avez situé le cas, on attaque la notion de préjudice. Là aussi, vous devez montrer que vous connaissez, que vous avez compris ce qu'est un préjudice. Donc toujours une définition juridique. Je vous donne la mienne, mais ayez votre propre définition juridique. Car il ne s'agit pas, attention, de citer un article du Code civil. C'est votre définition à vous. Ne citez pas non plus un auteur. Votre définition à vous. C'est une atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extra-patrimoniaux. Une atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extra-patrimoniaux. Voilà la définition juridique du préjudice à adapter avec vos mots et à comprendre. Donc vous voyez ici qu'il y a patrimoine ou extra-patrimoniaux. Donc on voit déjà ici qu'il y a 2 types de préjudice. Attention à ne pas confondre, comme je vous l'ai dit dans mon précédent podcast, avec le dommage. Le dommage, c'est le fait matériel qui désigne le siège de l'atteinte, tandis que le préjudice correspond aux conséquences juridiques de cette même atteinte. Vous comprenez ? Par exemple, Monsieur X vous renverse en trottinette sur le trottoir. Vous avez un dommage corporel. Donc ça, c'est le dommage. Mais concernant le préjudice, vous pouvez très bien avoir un préjudice concernant des souffrances,
un préjudice concernant le salaire, donc différents types de préjudices qui vont découler du dommage corporel que vous a causé la trottinette. Donc là, c'est pareil, le jour de l'examen, montrez que vous avez compris la différence entre les deux. Vous expliquez que le dommage, définition juridique, c'est une atteinte à une personne, à une chose matérielle ou à une situation. Par exemple, en l'espèce, un dommage corporel et vous appliquez au cas d'espèce. Tandis que le préjudice, là aussi, définition juridique, qu'est-ce que le préjudice? C'est la conséquence de cette atteinte à l'égard de la victime, telles que des blessures, des frais d'hospitalisation. Là aussi, vous appliquez aux espèces. Ensuite, 5 points à avoir en tête le jour de l'examen, car ça va aller très vite, encore une fois, le temps sera limité. Tout de suite, vous devez vous rappeler qu'en la matière, le principe, c'est le principe de la réparation intégrale. Je vous rappelle, tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Voici l'adage à retenir. Tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Encore une fois, j'ai bien parlé de principe de la réparation intégrale. Qui dit principe, dit qu'il peut y avoir des exceptions. Deuxième point à avoir en tête le jour de l'examen, c'est que l'évaluation du préjudice doit être réalisée quand essayez de me devancer pour rester concentré. Au jour du jugement. Attention, l'évaluation du préjudice se fait au jour du jugement. Le dommage évalué souverainement par les juges du fond doit ensuite être, comme je vous l'ai dit, réparé intégralement, tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Ensuite, troisième point à avoir en tête le jour de l'examen, ça doit venir tout de suite, d'être un déclic. C'est qu'il y a un principe d'équivalence des dommages. C'est-à-dire que le droit français n'établit pas de différence entre les dommages. Les règles de responsabilité civile, qui sont issues donc du code, évoquent toujours, je cite, le dommage, sans opérer de distinction entre différentes catégories de dommages, de l'homicide jusqu'à la simple blessure, d'accord? Toutefois, ayant en tête qu'à ce principe d'équivalence des dommages, que vous pouvez expliquer si le cas pratique s'y prête, rappelez qu'il y a des différences ponctuelles de régime entre les types de dommages, soit par choix politique, juridique, qui vise à favoriser l'indemnisation, car vous savez que c'est la politique actuelle, qui va par exemple jouer en droit commun en matière de prescription. Je vous rappelle que je vous ai expliqué la dernière fois qu'on a 5 ans en matière de prescription en responsabilité délictuelle, on a 5 ans, mais 10 ans pour les dommages corporels et 20 ans pour les tortures, actes de barbarie, violences et agressions sexuelles sur mineurs, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, comme je vous l'ai expliqué dans mon précédent podcast. Donc vous voyez bien ici qu'il y a un choix politique juridique qui vise à favoriser l'indemnisation et qui donc effectue une différence ponctuelle de régime entre différents types de dommages. Donc là, vous voyez, c'est une exception au principe d'équivalence des dommages. Dans d'autres cas, ça va être des différences de régime résultant de contraintes techniques dues, par exemple, aux particularités des dommages considérés. Par exemple, on a des règles spécifiques pour l'évaluation des préjudices en cas de dommages corporels, confère nomenclature d'un TIAC, que je vous encourage à aller voir, ou encore des règles propres à la réparation en nature en cas de dommages matériels. Enfin, dernier point à savoir, le jour du partiel, il faut que ça vous vienne tout de suite à l'esprit, il faut que ça soit très rapide. Donc là, sur votre feuille blanche, faites des flèches ou des points. Les points à savoir tout de suite face à mon cas pratique. Donc le dernier point, c'est savoir que, même s'il n'y a pas de typologie faite pour les différents types de dommages, qu'il y a les dommages 1 corporels, 2 matériels, 3 immatériels. Et ça, il faut que ça vous vienne tout de suite en tête, donc il faut le savoir par cœur. 1 corporel, c'est-à-dire atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime. Là, c'est pareil. Le jour de l'examen, vous l'expliquez à votre correcteur dans la copie. Si vous faites face à un dommage corporel, il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime selon le cas. Matériel, c'est l'atteinte physique à une chose matérielle, et immatériel, c'est la catégorie résiduelle, donc c'est tout le reste, donc c'est tous les dommages qui ne constituent ni un dommage corporel ni un dommage matériel, donc les deux précédents. D'accord? Ensuite, pour les préjudices, qui sont, je vous rappelle, les conséquences défavorables du dommage pour la victime, à ne pas confondre donc
préjudice et dommage. Là, on a deux types de préjudice. Comme je vous l'ai déjà dit en introduction avec la définition juridique du préjudice, atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extra-patrimoniaux. Donc on a, vous l'aurez compris, le préjudice patrimonial ou le préjudice extra-patrimonial. C'est pareil, le jour de l'examen, vous définissez juridiquement. Le préjudice patrimonial, c'est l'atteinte au patrimoine de la victime. C'est, dessous flèche, soit une perte subie, damnus emergens, soit un gain manqué, lucrum cessans. Ensuite, extra-patrimonial, le préjudice extra-patrimonial, c'est l'atteinte au sentiment de la victime. Ça peut être le préjudice d'agrément, les préjudices esthétiques, le préjudice d'affection, etc. Si c'est un préjudice corporel, comme je vous l'ai dit, référez-vous à la nomenclature d'Intillac. Dans le cas pratique, vous dites bien que la nomenclature d'Intillac depuis 2005 est l'outil de classification de référence de l'ensemble des préjudices corporels indemnisables que le juge donc utilisera en l'espèce. Voilà les points à savoir. Brièvement, je vous le récapitule. Restez concentrés là, hein. Reconcentrez-vous. C'est bon? Vous êtes focus? Premier point, essayez de me devancer pour voir si vous avez bien retenu. Premier point, distinction entre préjudice et dommage. Distinction qu'il faut absolument faire pour structurer votre raisonnement. Le dommage, c'est l'atteinte. C'est le siège de l'atteinte. Le préjudice, c'est la conséquence de cette atteinte à l'égard de la victime. Deuxième chose à savoir, principe de réparation intégrale. Tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Troisième point, l'évaluation du préjudice est réalisée au jour du jugement et évaluée souverainement par les juges du fond. Troisième point, principe d'équivalence des dommages, avec, comme on l'a vu, des différences ponctuelles, hein, notamment en matière de prescription. Enfin, ayez toujours en tête les différents types de dommages. 1. Corporel. 2. Matériel. 3. Immatériel. Faites des points ou des flèches. Et les différents types de préjudices. 1. Préjudice patrimonial. 2. Préjudice extra-patrimonial. N'oubliez pas à chaque fois de donner une définition juridique et de montrer à votre correcteur que vous avez compris et que vous ne récitez pas bêtement le cours. Passons maintenant aux 4 caractères cumulatifs que doit revêtir ce préjudice. Donc, une fois que vous avez détecté le dommage dans votre cas pratique, détecté le ou les préjudices dans votre cas pratique, vous allez vérifier qu'il revêt les 4 caractères cumulatifs suivants. 1. Certain. 2. Personnel. 3. Direct. 4. Légitime. Et vous expliquerez bien à votre correcteur que pour être réparable, le préjudice doit revêtir ces 4 caractères cumulatifs que vous allez donc vérifier. On va voir tout cela ensemble, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Alors, nous allons voir tout d'abord le caractère certain. 1. Ensuite, nous allons voir le caractère personnel. 2. Ce seront les 2 caractères les plus compliqués à apprendre, mais à savoir. 3. Pour le caractère direct, soit vous précisez qu'il renvoie de fait à la notion de causalité et que donc vous vérifieriez ce caractère quand vous traiterez du lien de causalité, soit vous donnez la définition juridique de la causalité et vous voyez si cela s'applique au cas d'espèce. Donc pour le caractère direct, pour dire cela plus simplement, vous n'êtes pas obligé de faire un syllogisme, mais vous pouvez l'évoquer. Donc ici, on ne le traitera pas, car nous verrons le caractère direct dans le podcast sur le lien de causalité, qui sera le prochain podcast après celui-ci. Et enfin, légitime, que nous verrons en dernier. Donc, les 4 caractères cumulatifs, certain, personnel, direct qui sera très rapide, car on renverra au lien de causalité, et légitime. Alors c'est parti, on commence par le caractère certain. Pareil, feuille blanche, stylo, on va faire un arbre pour que vous compreniez tout. Alors tout d'abord, quelle est la première étape en cas pratique pour certains là? Quelle est la première étape? Essayez de me devancer si vous voulez vraiment réussir aujourd'hui du partiel. Vous devriez d'ailleurs me devancer. Première étape, définir juridiquement. Montrer que vous avez compris.
avec une définition juridique. Voici la mienne, encore une fois, à adapter. L'existence du préjudice doit être certaine, car seul est réparable le préjudice qui est établi de manière certaine. A contrario, le préjudice éventuel n'est pas réparé. Il convient de noter que c'est à la victime d'apporter la preuve du caractère certain du préjudice. Ok ? Et là, vous allez me faire 2 flèches. Et je vais vous demander toute votre concentration. 2 flèches. Réparation du préjudice futur. Première flèche, bim, à gauche. À droite, deuxième flèche, réparation de la perte de chance. Donc je répète. Caractère certain. Définition juridique du caractère certain. L'existence du préjudice doit être certaine, car seul est réparable le préjudice qui est établi de manière certaine. Ensuite, 2 sous-flèches, réparation du préjudice futur. Deuxième sous-flèche, réparation de la perte de chance. C'est sur ces 2 sous-flèches que vous allez être interrogé le jour de l'examen, car c'est très rare que vous tombiez sur le principe. Vous allez sûrement tomber sur les exceptions, donc ces 2 sous-flèches. Et attention à l'ordre, le caractère certain doit être le premier caractère que vous devez vérifier. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord prouver l'existence d'un préjudice avant de vérifier les autres caractères. Il s'agit de montrer que vous avez de la logique, un raisonnement. Vous ne pouvez pas traiter du caractère personnel d'un préjudice et vérifier qu'il est bien personnel si vous n'avez pas d'abord vérifié qu'il était certain, soit qu'il existait. Donc ayez de la logique, commencez toujours par le caractère certain. Je vous rappelle que cette condition, certain, c'est l'essence même, pour paraphraser un auteur que vous connaissez, l'essence même du concept du préjudice indemnisable. Xavier Pradel, que je cite. Donc pour la première sous-flèche, la réparation du préjudice futur, elle peut se faire à une seule condition. Si sa survenance est certaine, en rouge et en gras, vous me le mettez ça, d'accord ? Illustration, le jour de l'examen, mettez toujours une jurisprudence pour l'illustrer. Vous aurez votre code civil. Je vous en donne une toutefois. CIV 3, 2 juin 2016, numéro 15-16.967 pour ceux qui veulent la consulter. Donc, réparation du préjudice futur à la condition que sa survenance soit certaine. Par exemple, vous êtes victime d'un dommage corporel. Encore une fois, Monsieur X vous a renversé en trottinette. Vous pouvez obtenir réparation de votre préjudice futur, par exemple consistant dans les frais relatifs à une intervention chirurgicale à venir parce que vous devez être opéré suite à cette chute. Donc là, il est certain que vous aurez des frais relatifs à cette intervention chirurgicale. Toutefois, cette intervention chirurgicale n'a pas encore eu lieu, donc c'est un préjudice futur, mais sa survenance est certaine. Il est certain que vous allez devoir vous faire opérer et donc verser des frais pour cette opération. Donc ici, pareil, vous faites un syllogisme, vous précisez bien que ce préjudice futur, en l'espèce une intervention chirurgicale, est certaine, sa survenance est certaine. Et donc ici, le préjudice futur sera réparable. Vous comprenez, il faut d'abord comprendre avant d'apprendre par cœur. Voilà pour le préjudice futur, réparable si survenance certaine. Pour la réparation de la perte de chance, alors là, accrochez-vous, c'est le morceau le plus dur. Mais vous allez voir, c'est simple. Bon, pareil, une illustration, le jour de l'examen, n'hésitez pas à mettre une jurisprudence. Je vous en donne une, mais vous aurez votre code civil. CIV 2, 12 mai 1966. Vous définissez juridiquement la perte de chance, le préjudice de perte de chance, avec vos propres mots. C'est le préjudice consistant en la disparition d'une espérance future dont il est impossible de savoir si elle se serait réalisée en l'absence du fait dommageable.
Et ça, d'abord, comprenez-le. Comprenez-le. Je répète, la définition juridique de la perte de chance, c'est le préjudice consistant en la disparition d'une espérance future dont il est impossible de savoir si elle se serait réalisée en l'absence du fait dommageable. Utilisez vos propres mots encore une fois. Et là, cette perte de chance doit être certaine. Alors, comme rien ne remplace une illustration pour comprendre, je vais là aussi vous en donner une, qui tombe souvent d'ailleurs les jours d'examen. Un avocat, imaginez que vous traitez affaire avec un avocat, suite à une faute professionnelle, n'a pas formé appel pour vous dans les délais. Comment vous faites, hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez simplement engueuler votre avocat? Non. Je vous explique. Ici, l'issue de cette voie de recours, donc de former appel, est incertaine car vous ne savez pas si votre avocat aurait gagné en appel ou non, pour être brève et que vous compreniez. Mais le juge, dans ces cas-là, il ne va pas réparer la perte du droit. Donc ici, le droit, c'est former appel, car là, c'est incertain. On ne sait pas si ça aurait débouché sur, encore une fois, une solution favorable ou défavorable. Mais il va réparer, le juge, la perte de chance d'agir en justice. Pourquoi il va réparer la perte de chance d'agir en justice? Parce que là, la perte de chance d'agir en justice, elle est certaine. Il est certain que votre avocat vous a fait perdre la chance d'agir en justice. Il vous a fait perdre la chance de passer devant une cour d'appel pour votre affaire. Vous voyez, donc, distinguez bien l'issue de la voie de recours qui était incertaine et la perte de chance d'agir en justice qui est certaine. Et donc, c'est la perte de chance certaine qui sera réparable et réparée. Autre exemple qui tombe également souvent en cas pratique le jour des examens. Vous êtes un étudiant en droit. D'ailleurs, c'est sûrement le cas. Vous vous cassez le bras avant l'examen de l'ENM. Vous voulez passer l'ENM. Ce dommage corporel vous laisse invalide juste avant le concours. Vous ne pouvez donc pas passer le concours de l'ENM. Ici, que va-t-il se passer pour vous? Que va-t-il se passer pour vous? Essayez de me devancer. Ici, si je fais un parallélisme avec mon exemple précédent, vous n'allez pas voir votre perte professionnelle indemnisée sur la base d'un salaire d'un magistrat, car on ne sait pas si vous auriez pu être juge, si vous auriez réussi votre examen de l'ENM. Mais vous allez être indemnisé de la perte de chance de réussir le concours. Vous comprenez la différence entre les deux? Ici, le préjudice que vous pouvez alléguer n'est pas la perte du gain que vous auriez obtenu si vous aviez réussi le concours. Parce qu'encore une fois, on ignore si vous aurez réussi en l'absence de votre accident, de votre bras cassé. Cependant, il est certain que vous avez perdu une chance de réussir votre concours. Et cette perte de chance est certaine. Donc, elle constitue un préjudice certain que le juge va évaluer. Et on va le voir, il va l'évaluer en fonction d'un calcul de probabilité, en pondérant le gain que vous espériez en passant ce concours par la probabilité du gain. Donc, il faut savoir, et on va le préciser après, que le recours à la perte de chance ne permet jamais d'obtenir la totalité du gain espéré, mais seulement une fraction. À noter que pour la perte de chance, pareil, vous pouvez faire un petit point, deux petits points. La perte de chance peut être la perte de chance de bénéficier d'un événement favorable. Là aussi, je vous l'illustre, la perte de chance de remporter une compétition sportive ou de réussir l'ENM, pour reprendre cet exemple. Ou au contraire, d'éviter, deuxième point, un événement défavorable. Par exemple, la perte de chance d'éviter un contentieux suite à une faute d'un professionnel du droit. Ou autre exemple, d'éviter un dommage corporel suite au manquement
d'un médecin à son obligation d'information sur les risques d'une opération, parce que ça arrive. J'espère que maintenant, pour vous, la notion de perte de chance est claire. C'est vraiment mon but. Si ce n'est pas clair, écrivez-moi un mail, vous savez très bien le faire. Que se passe-t-il en pratique? Comment le juge va-t-il faire pour distinguer le préjudice futur du préjudice de perte de chance? Car là, je viens de vous l'expliquer, mais je suppose que vous voyez que la frontière entre les deux est malléable. Le juge, et là c'est pareil, accrochez-vous. Le juge va comparer la situation actuelle de la victime avec celle qui devrait être la sienne. Et ça, vous l'expliquez le jour de l'examen, quand vous avez identifié le préjudice. Ensuite, vous expliquez que le juge va comparer la situation actuelle de la victime avec celle qui devait être la sienne. Et qu'il va passer par une évaluation. On va le voir. Et en pratique, accrochez-vous, tout dépend de l'aléa. Si l'aléa est très faible, le juge va partir sur le préjudice futur. Faites pareil. Si l'aléa est moyennement faible, le juge va partir sur la notion de perte de chance. Et si l'aléa est trop important, le juge va partir sur le fait que le préjudice n'est que éventuel et donc non réparable. Je développe. Si l'aléa est très faible, par exemple, vous aviez 18 de moyenne toute l'année juste avant de passer votre examen pour l'ENM et de vous casser le bras, et vous étiez un étudiant qui révisait de façon assidue. Ici, l'aléa est très très faible. Vous voyez? Donc, le juge va le considérer comme nul. Il va considérer que vous auriez pu réussir cet examen. Donc, il va partir sur le préjudice futur. Par contre, deuxième cas, si l'aléa est moyennement faible, vous aviez par exemple 14 de moyenne toute l'année et ça vous arrivait de réviser de façon régulière, mais sans non plus réviser H24. Je vous prends des exemples grossiers, le but c'est que vous compreniez. Ici, le juge va donc passer par la notion de perte de chance, parce que l'aléa est moyennement faible, donc il ne peut pas non plus être compté comme nul, vous voyez? Donc, il va passer par la notion de perte de chance. Et donc, c'est là où le jour du cas pratique, pour la notion de perte de chance, vous devez préciser que le juge va évaluer, attention, écoutez bien, par un calcul de probabilité, en pondérant quoi? En pondérant le gain espéré, donc par la victime, par la probabilité du gain. Attention, car je vous ai dit en introduction, principe de la réparation intégrale, tout le préjudice mais rien que le préjudice. Ici, ce ne sera pas le cas et vous devez le préciser. Vous devez préciser que la perte de chance ne permet jamais d'obtenir la totalité du gain espéré, mais seulement une fraction du gain espéré. Donc le juge répare le préjudice considéré comme certain, mais qui du coup sera forcément, vous l'aurez compris, inférieur dans son quantum. Il y aura seulement un pourcentage qui sera réparé et réparable. Donc ça, il faut bien le préciser. Et enfin, troisième cas, si l'aléa est trop important, vous avez eu, je reprends toujours le même exemple, 2 de moyenne toute l'année, vous êtes cassé le bras, vous devez passer l'ENM, le juge va considérer ici que le préjudice n'était que éventuel pour pas qu'il vous soit réparé. Parce que selon lui, vous n'aviez aucune chance de réussir. Vous voyez la théorie, la pratique, la frontière entre préjudice futur et préjudice de perte de chance. Donc vraiment, le jour de l'examen, parce que vous n'allez pas tomber sur le principe, mais sur les exceptions, si vous voyez un préjudice futur, regardez tout de suite si l'aléa est très faible, si l'aléa est moyennement faible et si l'aléa est trop important. Si l'aléa est trop important, il n'y avait aucune chance que cette chose se passe ainsi, vous dites qu'il est éventuel et donc non réparable. Si l'aléa est relativement faible, vous partez sur la notion de perte de chance et une fraction de cette perte de chance sera réparée. Et si l'aléa est très très faible, vous aviez tout pour réussir votre examen, pour reprendre cet exemple, l'aléa sera compté comme nul et donc on partira sur le préjudice futur. Donc retenez bien
réparation du préjudice futur si sa survenance est certaine. Et deuxième flèche, réparation de la perte de chance, là aussi à la condition qu'elle soit certaine. Et faites bien ces 3 points pour distinguer les deux. Si aléa très faible, flèche préjudice futur. Si aléa relativement faible, flèche préjudice de perte de chance. Si aléa très important, flèche préjudice éventuel non réparable. Ok? En dehors de ces cas, comme je vous l'ai dit, je vous rappelle, le caractère certain, c'est lorsque l'existence du préjudice est certaine. Dans le cas où il résulte, donc ce préjudice actuel certain réparable résulte de l'exposition à un risque qui ne s'est pas encore réalisé, je vous en parle parce que ça peut arriver également et on peut se poser la question. Là aussi, illustration qui arrive fréquemment, une exposition de la victime à un risque qui est considéré comme un dommage à part entière car il peut entraîner des préjudices actuels et donc réparables. Par exemple, l'exposition à l'amiante qui cause à la fois des préjudices patrimoniaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais qui résultent des mesures de protection à mettre en œuvre face à l'amiante, mais également des préjudices extra-patrimoniaux. Pourquoi? Le préjudice d'angoisse, par exemple, de la victime face au risque encouru face à l'amiante. Et je vous rappelle que ces dernières années, c'est un rappel important et d'actualité, il y a une montée en puissance des préjudices d'angoisse et d'anxiété. Donc, ici, le jour de l'examen, si vous avez un tel cas, n'oubliez pas ces préjudices-là parce que il y a un abondant contentieux actuellement en droit du travail et en droit médical. Si vous avez donc un préjudice actuel réparable, dans le cas où il résulte de l'exposition à un risque qui ne s'est pas encore réalisé, il sera réparable si vous en apportez la preuve. Par contre, si la preuve d'un préjudice actuel n'est pas rapportée, alors il n'y aura pas de réparation, mais par contre, vous pouvez préciser que sera envisagée, et c'est possible, une mesure de cessation de l'illicite. Donc voilà pour je résume pour le préjudice actuel réparable. Donc vous l'avez compris, s'il est certain, il est réparable. Ok? Actuel, ça veut dire présent, qui est dès à présent constatable. C'est à contrat futur, c'est l'inverse de futur. Préciser que si c'est pour une exposition à un risque qui est considéré comme un dommage à part entière, alors il peut entraîner des préjudices actuels et donc ils seront réparables comme l'exposition à l'amiante, même si donc l'exposition à ce fameux risque ne s'est pas encore réalisée. Donc voilà les 3 cas qui sont un peu touchy, donc sur lesquels vous allez tomber encore une fois. C'est-à-dire le préjudice présent, actuel, réparable, mais qui résulte d'un risque qui ne s'est pas encore réalisé, de l'exposition à un risque qui ne s'est pas encore réalisé. Exemple, amiante. Vous pouvez également tomber, deuxième cas touchy, sur le préjudice futur. Et enfin, troisième cas touchy, sur le préjudice de perte de chance. J'espère que maintenant c'est clair pour vous, ces 3 cas particuliers du caractère certain, car vous risquez de tomber, encore une fois, là-dessus et non sur le principe. Vous pouvez respirer, on a fait le plus dur. On passe au deuxième caractère à prouver, que vous allez devoir prouver. Donc là, vous faites un autre syllogisme. C'est le caractère personnel. Donc vous avez montré d'abord le caractère certain, vous avez montré que le préjudice existe. Maintenant, vous allez montrer qu'il est personnel. Personnel, ça veut dire quoi? Là aussi, il faut donner, le jour de l'examen, une définition juridique. Alors, personnel, le préjudice doit avoir été personnellement subi par le demandeur qui doit avoir été atteint dans son patrimoine, son honneur ou son intégrité corporelle. Point. À adapter avec vos mots. Surtout, comprenez. Comprenez que le préjudice doit avoir été personnellement subi. Par qui? Par le demandeur. Utilisez des termes juridiques. Montrez que vous avez compris. Car le demandeur, c'est qui? C'est la personne, dans le cas pratique, qui vient vous consulter, vous, en tant qu'avocat. D'accord?
il doit avoir été atteint dans quoi? 3 mots que j'ai dit que vous devez retenir: patrimoine, honneur ou intégrité corporelle. Ça renvoie au préjudice patrimonial ou extra-patrimonial. Donc, vraiment, comprenez d'abord la notion. Comprenez également, et expliquez-le le jour de l'examen, que le caractère personnel découle implicitement de l'article 1240 du Code civil qui évoque, je cite, un dommage à autrui. Donc, par principe, le préjudice doit être personnel. Et là, c'est pareil. Vous allez sûrement tomber sur les 3 cas touchy, entre guillemets, donc qui sont des nuances à ce caractère personnel. On a le cas des victimes par ricochet, première sous-flèche. Deuxième sous-flèche, le cas d'atteinte à des intérêts collectifs. Et troisième sous-flèche, le cas de l'atteinte à l'environnement. Alors là aussi, je vous demande toute votre concentration. C'est le dernier point focus. Vous faites focus, le dernier point difficile de ce cours. 3 sous-flèches, première sous-flèche. Donc après, personnel, définition juridique, principe. 3 sous-flèches. Victime par ricochet. Atteinte à intérêt collectif. Atteinte à l'environnement. Et on va les voir. Alors là, le jour du cas pratique, soyez attentifs. Si vous voyez qu'il y a une seconde victime suite à la victime principale, pensez tout de suite à victime par ricochet. Si vous voyez qu'il y a un syndicat ou une association, pensez tout de suite au groupement et association. Et si vous voyez qu'il y a une atteinte à l'environnement, pensez tout de suite à préjudice écologique. D'accord? Premier cas, préjudice par ricochet. Là, je pense que c'est assez simple, mais je vous le rappelle. Donc là, c'est pareil. Le jour du cas pratique, vous donnez la définition juridique qui montre que vous avez compris ce qu'est un préjudice par ricochet. C'est un préjudice subi par une victime du fait d'un dommage premier dont est atteinte la victime principale. Par exemple, je donne un exemple. Votre tante décède. Ses enfants, ils sont quoi? Ils sont victimes, mais par ricochet, et pas de façon principale, du fait du décès de la mère de famille. Alors certes, le fait générateur n'est pas directement causal, mais le préjudice pour les enfants de votre tante, il est bien personnel. Et maintenant, il est admis par la jurisprudence, tant pour les préjudices matériels que les préjudices moraux subis par la victime avant son décès, voire jurisprudence de la Cour de casse, chambre mixte, 30 avril 1976. Voilà ce que c'est le préjudice par ricochet. Attention à ne pas confondre avec les héritiers qui demandent réparation au nom de la personne victime décédée. On peut faire les deux. En qualité de victime par ricochet, ici, pour reprendre l'exemple, les enfants de votre tante vont pouvoir demander réparation du fait du décès de la mère de famille, mais ils vont pouvoir également demander réparation en qualité de représentant du défunt, qui est votre tante, pour obtenir là aussi réparation de leur préjudice. Et notez en rouge, en gras et même en surligneur, dans certains cas, ici, le juge peut estimer, donc là, on va prendre les enfants de votre tante, pour reprendre l'exemple, qu'un proche de la victime directe qui souffre d'une manière vraiment hardcore, je vous parle grossièrement, c'est pour que vous compreniez, donc d'une telle manière qu'il n'est plus une simple victime par ricochet, mais une victime autonome. Donc là, les enfants de votre tante, si il y en a un qui, par exemple, fait une dépression et qui souffre d'une telle manière que, du coup, ne sera plus considéré comme victime par ricochet, mais comme victime autonome. Tel est le cas, comme je viens de vous l'expliquer, d'un proche d'une personne décédée qui ressent un stress post-traumatique ou une dépression. Et la jurisprudence considère, dans ce cas-là, que le proche est victime d'un dommage corporel autonome. Donc le jour du cas pratique, si on vous dit que Madame X, suite au décès de sa mère, souffre d'un stress post-traumatique, expliquez que la jurisprudence considère
aujourd'hui que le proche peut être victime d'un dommage corporel autonome lorsqu'il souffre d'une telle manière qu'il n'est plus une simple victime par ricochet, vous appliquez aux espèces et vous expliquez que les juges, certes, apprécieront souverainement et qu'ils pourront agir sur ce terrain en qualifiant le dommage de dommage corporel autonome. Et là, vous montrez que vous avez compris et que vous savez bien votre cours. Car c'est sur les exceptions qu'on vous attend, pas sur le principe. Donc j'ai dit trois cas. Victime par ricochet, atteinte à des intérêts collectifs et atteinte à l'environnement. On a vu le premier, le cas des victimes par ricochet. Maintenant, le cas d'atteinte à des intérêts collectifs. Là, vous faites 2 sous-flèches, action des syndicats. Deuxième sous-flèche, action des associations, parce qu'il faut distinguer les deux. Alors ici, il faut savoir que si un groupement civil est atteint dans son patrimoine ou son honneur, le préjudice est bien personnel et il peut donc demander réparation. Mais lorsqu'il est atteint dans ses intérêts collectifs défendus par le groupement lui-même, quid de la recevabilité? Est-ce qu'ici, essayez d'y répondre, est-ce qu'ici, le préjudice est personnel? Parce que certes, comme je viens de vous l'expliquer, si le groupement civil, par exemple l'association, est atteinte dans son patrimoine ou son honneur, définition du préjudice, il est bien personnel. Mais si l'association est atteinte dans ses intérêts collectifs défendus, alors je vous réponds, la question a été résolue et elle a été résolue différemment à l'égard des syndicats et des assos. C'est pourquoi je vous ai dit de faire 2 sous-flèches. Syndicats, vous devez retenir par cœur que la loi leur accorde une action en justice pour demander réparation de tout préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ou à l'intérêt individuel de l'un de ses membres. Illustration, Code du travail, article L. 2132-3. Exemple, l'atteinte au droit de grève. Autre exemple, l'atteinte à la durée de travail. Dans ces cas-là, pour l'action du syndicat, cette action est possible car le caractère personnel est rempli. Donc l'action est recevable parce que la loi leur accorde une action en justice pour demander réparation de tout préjudice porté soit à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, soit à l'intérêt individuel de l'un de ses membres. Et ça, vous l'expliquez. Pareil dans votre cas pratique. Ça, c'est pour les syndicats. Deuxième flèche, l'action des associations. Alors là, on va distinguer avant 2007 et après 2007. Avant 2007, je vous le dis pour que vous compreniez et pour que le jour de l'examen, vous puissiez l'expliquer. Mais vous tomberez sûrement pas, a priori, sur une responsabilité qui aurait été engagée avant 2007 concernant une association. Mais c'est pour que vous compreniez. Alors, avant 2007, pour les intérêts individuels de ses membres, l'association pouvait agir. Premier point. Deuxième point, l'action en représentation conjointe était possible pour l'association, qui pouvait agir en tant que mandataire de la victime, même si la victime n'était pas membre de l'association, si une loi l'autorisait. Mais une association non agréée ne pouvait pas agir pour l'intérêt collectif qu'elle défendait. Pourquoi? Parce que, ici, ce n'est pas personnel. Une asso non agréée qui agit pour un intérêt collectif, ce n'est pas personnel. Le caractère du préjudice n'est pas personnel. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a un avant-après 2017. On a eu des nouvelles jurisprudences, notamment, et là vous le notez, CIV 3, 26 septembre 2007, numéro 04-20.636 pour ceux qui veulent aller le consulter. Finalement, la Cour de cassation a admis l'action en réparation d'associations non habilitées. Autre illustration jurisprudentielle, CIV 1, 18 septembre 2008. Donc, possibilité d'agir en défense des intérêts collectifs s'ils entrent dans l'objet social de l'association. Donc, ici, on a une conception large du caractère personnel du
dommages. Donc pour les associations non habilitées. Donc je répète, CIV 3, 26 septembre 2007, CIV 1, 18 septembre 2008, donc depuis 2007, possibilité pour les assos non agréés d'agir en défense des intérêts collectifs s'ils entrent dans son objet social. Enfin, dernière précision pour les associations, très importante. Donc on a vu 2017, première étape. 2007, pardon, première étape. Deuxième étape, 2014. Pourquoi? Parce que action de groupe possible depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui a introduit l'article L623-1 du Code de la consommation. Et cet article, il dit quoi? Il dit que les associations peuvent donc agir via des actions de groupe, donc les assos de consommation agréés peuvent solliciter réparation des préjudices individuels des consommateurs victimes. Voilà, si vous tombez sur des groupements ou associations, donc le jour du cas pratique, si vous voyez syndicat ou asso, vous partez directement sur ce que je viens de vous expliquer. Vous précisez si c'est un syndicat que la loi leur accorde une action en justice pour demander réparation d'un préjudice qui est porté à l'intérêt collectif de la profession. Donc là, vous pouvez dire qu'il y a une admission de la réparation en cas d'atteinte à l'intérêt collectif pour un syndicat. Pour une association, vous dites que depuis 2007, et vous citez la jurisprudence CIV 3, 26 septembre 2007, la Cour de casse a finalement admis l'action en réparation d'associations non habilitées. Et vous précisez également que depuis 2014, les actions de groupe sont possibles pour les assos de conso agréés qui peuvent solliciter réparation des préjudices individuels des consommateurs victimes. Depuis la loi du 17 mars 2014, que vous devez citer le jour de l'examen, loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui a intégré l'article, qui a créé l'article L623-1 du Code de la consommation pour justement introduire ces actions de groupe. Et vous pouvez expliquer qu'il y a un avant 2007 et un après 2007, qu'avant 2007, les assos ne pouvaient agir en réparation pour l'atteinte à un intérêt collectif qu'elles défendaient que en cas d'habilitation législative expresse, donc que dans le cas où la loi l'autorise, et qu'à présent, la Cour de casse a finalement admis l'action en réparation d'assos non habilités. Enfin, troisième et dernier cas, le préjudice écologique pur. Si vous voyez qu'il y a une atteinte à l'environnement dans votre cas pratique, tout de suite, il faut penser au préjudice écologique pur et ouvrir votre code civil à l'article 1246. Surtout, vous expliquez le cas de l'atteinte à l'environnement. Vous expliquez que tout découle de l'affaire Erika, la fameuse affaire de 1999. Alors, on était soit pas nés, soit on n'était pas assez grand pour s'en rappeler. Mais cela vous donnera quand même le contexte pour que vous compreniez d'où vient ce préjudice écologique pur. Donc l'affaire Erika, avec, si vous souhaitez consulter, crime 25 septembre 2012, donc l'arrêt de la Cour de cassation, rendu en sachant criminel 25 septembre 2012, où la Cour de casse consacre la notion de préjudice écologique pur. Donc ça, vous l'expliquez le jour de l'examen. La Cour de cassation consacre la notion de préjudice écologique pur, crime 25 septembre 2012. Par la suite, une loi du 21 juin 2016 introduit un nouveau chapitre dans le Code civil. Sur quoi, à votre avis? Sur le préjudice écologique avec, comme je vous l'ai dit, l'article 1246. J'espère que vous avez ouvert la page pour le lire. Sous les yeux, vous le voyez. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenu de le réparer. Je vous conseille de le savoir par cœur, parce qu'il est assez court. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. N'oubliez pas de citer tous ces fondements le jour de l'examen. Vous précisez ensuite que l'action est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir. Soit ici l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités et leurs groupements, les EP, les assos agréés ou créés depuis moins de 5 ans, en tout cas à la date de l'introduction de l'instance,
Et enfin, vous précisez que la réparation se fait en priorité en nature. D'ailleurs, ce qui est logique, là aussi, montrez que vous êtes logique et que vous avez compris pourquoi en priorité en nature. Essayez de me devancer là aussi. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de rétablir la situation antérieure en cas d'atteinte à l'environnement. S'il y a une marée de boue noire, l'idéal serait d'enlever cette boue noire pour que l'eau soit telle que dans la situation antérieure. Alors, ce n'est pas toujours possible, c'est pourquoi j'ai bien précisé. En priorité, on demandera une réparation en nature. Et si cela n'est pas possible, dommages et intérêts à verser. Donc ça, c'est pareil, vous devez le dire le jour de l'examen. Donc vraiment préciser que l'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, tels que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les CT et leurs groupements, dont le territoire est concerné, d'accord ? Les établissements publics, les assos agréés ou créés depuis moins de 5 ans à la date d'introduction de l'instance, attention, et qui ont bien sûr pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. Et ensuite, vous précisez que la réparation du préjudice écologique, en l'espèce, vous appliquez aux espèces, s'effectuera par priorité en nature et en cas d'impossibilité de droit ou de fait, ou en cas d'insuffisance des mesures de réparation, le juge pourra condamner le responsable à verser des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement au demandeur ou, si celui-ci ne peut pas prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État. Voilà pour le préjudice personnel. Donc là, le jour du cas pratique, on vient de prouver que le préjudice est certain. On vient de prouver que le préjudice est personnel. Ensuite, vous allez devoir prouver que le préjudice est direct et légitime. Je vous rappelle que pour direct, nous le traiterons sur le podcast concernant le lien de causalité. Pourquoi ? Parce que direct, vous pouvez faire un petit syllogisme et expliquer en une phrase simple que direct, cela renvoie, donc c'est le préjudice directement causé par le fait dommageable, donc cela renvoie à la notion de causalité. Vous pouvez faire quand même un petit syllogisme en expliquant que en l'espèce, etc., 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 et vous concluez en appliquant à l'espèce, en expliquant ici justement ici, le préjudice a été directement ou non causé par le fait dommageable. Enfin, légitime, on va le traiter, et c'est beaucoup plus simple que les deux premiers. Pareil, ici, vous allez devoir définir juridiquement et montrer que vous avez compris. Légitime, c'est le fait que le dommage invoqué ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. D'accord ? Autrement dit, l'intérêt lésé, dans votre cas pratique, doit être juridiquement protégé. Et là, pareil, vous l'expliquez à votre correcteur, vous précisez que le préjudice consistant en une atteinte à un intérêt illicite n'est pas réparable. La victime d'un dommage ne peut pas, là aussi illustration pour que vous compreniez, recevoir par exemple réparation pour la perte de revenus tirés d'une escroquerie. D'accord ? Ou, autre exemple, la victime d'un dommage ne peut pas recevoir réparation pour la perte de revenus d'un travail non déclaré, dissimulé. Et là, le seul point où il faut vraiment faire attention, c'est attention, toute victime en situation illicite n'est pas privée de réparation. C'est pas ça le caractère légitime. C'est pas la situation. Parce que le contrôle de licéité ne porte pas sur la situation de la victime, mais uniquement sur l'intérêt lésé par le dommage. Par exemple, l'acheteur de cocaïne qui est blessé pendant la transaction pourra obtenir indemnisation. Parce que même s'il était en situation d'illicéité, les préjudices dont il demande réparation constituent des atteintes à des intérêts licites. Ici, ce sera des intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux qui ont été affectés par l'atteinte à son intégrité physique. La situation illicite de la victime est parfois prise en compte, par contre, pour diminuer ou exclure l'indemnisation. Mais ce n'est pas, en tout cas sur la situation même
de la victime que le contrôle de licéité porte, mais sur l'intérêt lésé par le dommage. Donc, le préjudice doit consister en une atteinte à un intérêt juridiquement protégé. Là, les deux petits cas, pareil, les deux cas touchy, on va les appeler comme ça, sur lesquels vous pouvez tomber et sur lesquels vous tomberez, car comme, encore une fois, vous ne tombez pas sur les principes, mais sur les cas qui peuvent poser débat, qui peuvent porter à débat. On a deux cas, vous faites deux sous-flèches. Préjudice consécutif au décès du concubin, première sous-flèche. Deuxième sous-flèche, préjudice consécutif à la naissance de l'enfant. Ça va être très court ici. Première flèche, préjudice consécutif au décès du concubin. C'est simple, il y a deux étapes. Première étape, refus d'indemnisation du préjudice relatif consécutif au décès du concubin jusqu'en 1970. Vous l'aurez compris, les mœurs étaient différentes, il fallait se marier. Seconde étape, admission de l'indemnisation depuis 1970 et surtout depuis l'arrêt que vous allez devoir apprendre par cœur pour le jour de l'examen, l'arrêt dangereux, donc c'est facile à retenir. Vous expliquez que depuis cet arrêt, la chambre mixte abandonne toute référence à l'exigence d'un intérêt protégé par le droit comme élément de qualification du préjudice. Et ici, donc, le préjudice consécutif au décès du concubin est admis à l'indemnisation. Même dans le cas d'une concubine adultérine ou homosexuelle, TGI, Belfort, 25 juillet 1995. La seule limite, et il faut que vous la notiez, c'est l'exigence d'une relation stable entre le demandeur et la personne décédée. Donc le jour du cas pratique, vous précisez en fonction des faits du cas pratique, en l'espèce, la relation entre le demandeur, entre mon client et la personne décédée semble stable, donc les juges admettront sûrement l'indemnisation consécutif au décès du concubin, car depuis l'arrêt dangereux rendu en sa chambre mixte le 27 février 1970, la Cour de cassation répare ce préjudice. Pour la deuxième flèche, le deuxième cas, le préjudice consécutif à la naissance d'un enfant, vous connaissez le célèbre arrêt Perruche. On a des mèmes d'ailleurs sur ces fameux arrêts. Là aussi, il y a eu plusieurs étapes. 3 étapes. Je vous dis les 3 étapes parce qu'il faut que vous puissiez les expliquer là aussi. La première étape, c'était le refus d'indemnisation du préjudice découlant de la naissance de l'enfant, à la fois par la Cour de casse et par le Conseil d'État. Et là, vous citez les deux jurisprudences, CE 2 juillet 1982 pour le Conseil d'État et Cour de cassation, CIV 1, 25 juin 1991. À cette époque-là, refus d'indemnisation du préjudice consécutif à la naissance de l'enfant. Mais deuxième étape, et ici, il y a une évolution de la Cour de cassation, sans le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il reste sage sur sa position, refus d'indemnisation. La Cour de cassation va rendre un célèbre arrêt, quant à elle, l'arrêt Perruche, qu'il faut savoir par cœur. Assemblée plénière, 17 novembre 2000, arrêt Perruche. Je répète, Assemblée plénière, 17 novembre 2000, arrêt Perruche, où la Cour de casse accepte d'indemniser le préjudice subi par les parents et l'enfant du fait de la naissance handicapée. Mais, attention, le monde du droit a été bouleversé. On aurait tous aimé être étudiants à cette époque-là. Forte contestation de ce préjudice d'être né. La doctrine, les étudiants, tout le monde s'emballe. Donc, intervention du législateur. Bim, loi du 4 mars 2002 que vous devez savoir car elle va introduire l'article L114-5 du Code de l'action sociale et des familles. Et c'est donc la 3e étape et celle qui est actuellement en vigueur. Interdiction de toute indemnisation du préjudice subi par l'enfant du fait de sa naissance. Donc, si le jour de l'examen, vous tombez sur un préjudice qui découle de la naissance d'un enfant, vous expliquez ces étapes et vous expliquez que depuis la loi du 4 mars 2002,
donc dans le droit positif, c'est-à-dire le droit en vigueur, confère article L114-5 du Code de l'action sociale et des familles, interdiction d'indemniser le préjudice subi par l'enfant du fait de sa naissance. Et il va limiter l'indemnisation des parents, attention, à leur seul préjudice moral. Donc vous précisez par contre que le préjudice moral pour les parents pourra être indemnisé à condition, et oui il y a une condition, à condition qu'ils établissent une faute caractérisée du médecin. Donc, le préjudice subi par l'enfant du fait de sa naissance handicapée n'est pas indemnisé par la responsabilité civile. Et oui, oui. Et attention, pour le jour de l'examen, cette restriction n'est pas rétroactive. Donc, elle vaut seulement pour les enfants nés après cette loi, donc après le 4 mars 2002. Donc, pour le préjudice consécutif à la naissance de l'enfant, première étape, refus par la Cour de casse et par le Conseil d'État. Deuxième étape, l'arrêt Perruche, Assemblée plénière 17 novembre 2000. La Cour de casse accepte d'indemniser le préjudice subi par les parents et par l'enfant du fait de la naissance. Ensuite, forte contestation, on est en 2002, loi du 4 mars 2002, et ici, interdiction d'indemniser le préjudice subi par l'enfant du fait de la naissance. Et pour les parents, la seule indemnisation possible est le préjudice moral, à condition que les parents établissent une faute caractérisée d'un médecin. Donc, le préjudice par l'enfant du fait de sa naissance handicapée n'est plus indemnisé par la responsabilité civile. Et cette restriction n'est pas rétroactive, donc elle ne vaut que pour les enfants qui sont nés après le 4 mars 2002. Voilà pour les 4 caractères cumulatifs que vous devez prouver le jour de l'examen, et vous devez savoir tout cela par cœur. 1. Certain. Attention à l'ordre, vous commencez toujours par certain pour d'abord prouver l'existence, montrer que vous avez de la logique, que vous avez compris. 2. Personnel. 3. Direct. Vous n'êtes pas obligé de faire un syllogisme, vous pouvez renvoyer au lien de causalité. Vous l'expliquez avec une phrase pour montrer là aussi que vous avez compris. Ou alors vous faites un petit syllogisme. Et enfin, 4, légitime. Je vous rappelle, ça aussi, à noter en rouge, en gras et à surligner que l'évaluation du préjudice qui doit être réalisée quand, rappelez-vous, au jour du jugement, obéit également à des règles spécifiques juridiques. Évalué souverainement par les juges du fond, le dommage doit en effet être réparé intégralement, je vous le rappelle, avec le principe de la réparation intégrale. Et enfin, n'oubliez pas le pouvoir souverain des juges du fond, parce que le principe, c'est que l'évaluation du préjudice est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, et c'est une solution constante en jurisprudence. Donc les juges du fond n'ont pas à justifier des moyens utilisés pour évaluer le dommage. Ils n'ont pas non plus à préciser les chefs de préjudice indemnisés, sauf dans le cas du dommage corporel. Dans ce cas, le juge doit distinguer les différents postes de préjudice réparables afin que le recours des tiers payeurs puisse s'exercer poste par poste, entre guillemets. Cette obligation, d'ailleurs, pourrait être généralisée dans l'avenir, puisque l'article 1262 alinéa 3 du projet de réforme de la responsabilité de mars 2017 pose d'une manière générale la règle suivante, je cite, « Chacun des chefs de préjudice allégués est évalué distinctement. » En tout cas, retenez que le juge est également, en principe, souverain pour déterminer le mode de réparation qui lui semble le plus adéquat, que ce soit par exemple une réparation sous forme monétaire ou une réparation en nature. C'est le cas, on l'a vu, pour les atteintes à l'environnement, où la réparation en nature est priorisée. Donc là, par exemple, dans le cas de l'atteinte à l'environnement, vous précisez qu'ici c'est une exception, car ce n'est pas le juge qui va choisir la forme de la réparation, mais c'est le Code civil, parce que l'article 1249 du Code civil, donc, qui concerne la réparation du préjudice écologique pur, dispose que, je cite, « La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature ».
Donc là, c'est le Code civil qui est une exception au principe du pouvoir souverain des juges du fond, mais ça peut être également la Cour de cassation. On peut avoir une exception où la Cour de casse exerce son contrôle sur les aspects relatifs à la réparation du préjudice. Notamment, la Cour de cassation s'assure, par exemple, du respect du principe de réparation intégrale. Elle vérifie également que l'évaluation du préjudice est réalisée in concreto, sans que le juge n'applique un barème préétabli. Voilà pour les exceptions, mais le principe reste donc le pouvoir souverain des juges du fond. Donc, on a vu le préjudice, l'atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extra-patrimoniaux, avec ces 4 caractères cumulatifs à réunir, certains, personnels, directs, légitimes, et nous verrons dans le prochain podcast le lien de causalité. Bon courage et bon travail.